Mettez-vous en ligne, chers parents, chers amis, chers frères. Connectez-vous, on va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser. Mettez-vous en ligne. 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 On va se laisser en même temps. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. En même temps, mieux. Partagez le direct. Partagez le direct massivement. Partagez-le massivement. Partagez-le massivement. On va se laisser. Partagez massivement le direct. Des gens me demandaient concernant la frappe ukrainienne sur cette école technique où étaient logés des soldats russes qui étaient là fêter le nouvel an. Qu'est-ce qui a provoqué cette grande fête et quelle a été la riposte russe et qui se poursuit en ce moment. Alors donc connectez-vous, on se laisse, connectez-vous, on va se laisser, connectez-vous, on va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser. J'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne. Bon, sans trop tarder, on va rentrer dans le but du sujet. Bonjour, bonjour à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien et bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondo, l'appelle-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, Dezo, la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de cette frappe ukrainienne sur l'école technique où étaient logés des soldats russes qui a été frappé. Et suite à cette frappe, il y a eu beaucoup de victimes. Au moins entre 63 et 65 morts. Et plusieurs blessés. Alors, on va en parler. Mais il y a d'autres, quand je mets les séries, ils disent non mais ton compte a été piraté, il est non. Moi, je vous permets de voir les séries qu'on ne vous montre pas en Côte d'Ivoire. Cette série que je vous montre, elle est plus magnifique que ce qu'on vous montre, la force du destin. Ce que je vous montre là, c'est la meilleure des séries qui a cantonné en Europe ici. Donc je vous montre cette série pour ceux qui n'ont pas assez à ça, pour ceux qui... ceux à qui on ne montre pas ça en Afrique, je vous montre cette série. Suivez le début de la série et vous verrez. C'est une meilleure série, c'est plus important que même votre Marina qui était passé dans le temps. C'est important que votre force du destin qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment. Donc, cette série, suivez-la. Au lieu de dire, oh, mais vous aimez quand RTI vous montre, vous êtes heureux, mais quand on vous montre ça sur Internet, vous ne voulez pas. Suivez cette série. Suivez logiquement, depuis le début, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre. C'est une série qui est très, très importante. Même la force du destin, j'ai tout ça, du début à la fin. Mais comme la Côte d'Ivoire montre, je ne veux pas dégoûter les gens. Sinon, j'allais montrer les autres épisodes qu'on ne vous a pas encore montré au pays là-bas. J'allais mettre ça en direct. Et les gens allaient savoir qu'est-ce qui allait se passer dans le futur et tout. Sur cette série, j'ai tout. La force du dessin. Je voulais mettre ça, mais je dis non. Comme la RTI montre, est-ce que si je montre encore, ça va être encore intéressant par rapport à ceux qui regardent? Non, je vais leur montrer autre série qui est mieux que la force du destin. Voilà pourquoi je vous propose ça. Donc voilà un peu. Donc ne vous fâchez pas, regardez la série. Quand je mets ça, regardez ça et vous allez voir. Vous allez voir la différence entre cette série que je vous montre et la force du dessin. Vous-même, vous allez faire votre truc, votre propre truc. Est-ce que vous comprenez? Alors donc nous partons en Ukraine. On part en Ukraine. Alors le problème c'est que parmi les soldats russes, beaucoup n'ont pas été prudents. C'était les soldats mobilisés en fait. Donc les mobilisés, ils n'étaient pas au front. Ils n'étaient pas au front, mais ils étaient dans la ville. Hein? Ils étaient dans une ville que les Russes contrôlaient. Et donc, comme il y a le nouvel an, ils se sont rendus dans une école technique. Est-ce que vous comprenez? Ils se sont rendus dans une école technique
Et là-bas, on leur interdit d'avoir des téléphones. Mais il y a des gens, comme c'est le nouvel là, ils ont caché leur téléphone. Ils ne connaissent pas les réalités du terrain. Ils ne savent pas qu'avec le téléphone, on peut te localiser. Et c'est un message que je lance à tout le monde. Il y a des gens, ils volent, ils font n'importe quoi, ils prennent leur téléphone, ils courent. Mais avec ton téléphone, on peut savoir là où tu es. On peut te localiser. Parce que chaque téléphone, voilà, un truc est connecté au satellite et tout. Sans ça, il n'y aura pas de réseau. Est-ce que vous comprenez? Donc, dès lors qu'on connaît ton numéro de téléphone, on peut identifier d'où vient l'appel ou bien où est situé le téléphone. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des soldats qui étaient imprudents parmi les soldats russes parce que ce sont des mobilisés et ils ne savaient pas qu'avec leur téléphone mobile, on pouvait les localiser. Donc, étant dans cette école, ils ont commencé à lancer des appels à leur famille en Russie. Est-ce que vous comprenez? Ils ont commencé à lancer des appels à leur famille en Russie. Et lors de cette communication, parce que quand vous êtes au front, il faudrait que les lignes soient sécurisées. Donc, vous n'utilisez pas n'importe quel téléphone. Vous devez utiliser les téléphones sans fil de l'armée. Mais eux, ils prennent des téléphones portables comme ça, qu'on achète partout. Ils prennent ça, ils appellent sur les réseaux normaux. Mais quand c'est comme ça, on peut automatiquement intercepter les appels. On peut automatiquement intercepter les appels ou savoir d'où viennent ces appels en fait. Et c'est ce qui a été le cas. Donc, étant imprudent, on leur a dit de laisser leur téléphone avant d'entrer, d'autres ont caché. Et ils se sont rendus dans les toilettes pour émettre des appels. Or, en faisant ça, ils ne savaient pas qu'ils signaient leur arrêt de mort. Maintenant, parmi ces soldats, il y a d'autres qui sont des traîtres. Je pense que ce sont des traîtres qui voulaient, parce que ces gens-là, ils ont des esprits suicidaires. Donc, je me dis, peut-être ce sont des traîtres qui ont voulu mourir. Et donc, eux aussi, ils se sont dit, bon, on dit, faut pas, ils vont faire entrer les téléphones, mais moi, je m'en fous, je vais cacher pour moi, je rentre quand même. Parce qu'on leur explique pourquoi ils ne doivent pas mener des téléphones là-bas, pourquoi ils ne doivent pas avoir des téléphones sur eux quand ils sont au front. Mais non, d'autres violent les règles et ils font n'importe quoi. Ils n'écoutent pas leur patron. Et quand tu n'écoutes pas ton patron, tu n'écoutes pas ton haut gradé, mais voici ce qui arrive. Et donc, ce ne sont pas les Ukrainiens qui ont intercepté les appels. Ce sont les Américains. Parce que l'Ukraine seule ne peut pas faire. L'Ukraine fait parce qu'il y a l'Occident. Et donc, il y a 500 satellites. Des Occidentaux américains, de l'Occident et tout. Braqués sur l'Ukraine, braqués sur la Russie. Pour mener une guerre satellitaire. Donc, à travers les satellites, ils peuvent repérer les points de tripage. Et une guerre, comment on appelle ça, de communication, une guerre électronique, une guerre dans tous les domaines. Donc, cet appel a fait que les Américains ont intercepté les appels. Ils ont su d'où venaient ces appels. Parce que quand ils appellent, oui, nous sommes dans tel bâtiment, on est là fêté. Donc, ils ont su qu'il y avait des militaires dans le bâtiment en question. Et voilà comment ils ont donné l'ordre. Les Américains ont donné l'ordre aux Ukrainiens. Ils leur ont donné là où était situé le bâtiment. Pour dire frapper dans tel endroit, il y a des militaires russes qui sont en train de fêter. Et les Ukrainiens ont utilisé l'HIMARS pour frapper. Donc, ils ont tiré 6 missiles, 6 lance-roquettes HIMARS. 2 ont été interceptés et 4 ont atteint leur objectif. Et parce que c'est très proche. Donc, ils ont frappé, bilan 63 à 65 morts. Et au-delà de ça, il y a eu des blessés. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu des blessés graves. Et donc, c'est une erreur que ces militaires ont commis. Et je pense que dans l'avenir, ils vont corriger cette erreur. Et qu'ils ne vont plus jamais s'entêter quand leurs supérieurs vont leur demander de ne plus avoir des téléphones portables pour émettre des appels. Ils vont comprendre. Parce que les nouveaux arrivés là, ils ne comprennent rien. Les anciens, ils savent qu'on n'utilise pas des téléphones portables qu'on offre. Mais les nouveaux arrivés là, leurs cœurs sont restés tellement derrière. Ils veulent causer avec leurs femmes. Ils veulent causer avec leur maman. Et tout ça, on leur dit non. Ils sont têtus, ils font ce qu'on leur demande de ne pas faire. Donc, c'est ceux-là qui mettent en danger
certains de leurs collègues qui, eux, ils ont compris qu'il ne faut pas faire certaines choses, mais les autres, eux, ils ne comprennent rien. Donc, je pense que cette frappe va leur donner une idée précise de ce que c'est que le téléphone lorsqu'on est au front. Il ne faut pas utiliser les téléphones portables, il faut utiliser les téléphones militaires, les téléphones sans fil, dont les réseaux sont contrôlés par l'État russe directement. Et donc, les communications sont protégées. Mais avec les téléphones normaux, il n'y a pas de truc de communication protégée. Est-ce que vous comprenez? Mais cette frappe n'allait pas rester sans réponse. Il faudrait que ça soit clair. Il y a eu une réponse russe. Mais moi, c'est que je ne comprends pas chez les Russes. Ils connaissent là où il y a les différents conseillers de l'OTAN. Est-ce que vous comprenez? Les services de renseignement de l'OTAN, leurs différents conseillers, leurs bases, leurs fiefs en Ukraine là-bas, ils savent où ils sont placés, mais ils ne les frappent pas. Ils ne les frappent pas. Et ils savent où ils sont. Mais hier, suite à la frappe ukrainienne sur cette école technique qui a tué 63 à 65 militaires russes, la Russie a frappé pour la première fois le fief des conseillers de l'OTAN en Ukraine. Donc, qui se trouvait à Kramatorsk, non loin de la gare ferroviaire. Alors, c'est là-bas, ils étaient installés. Parce que je vous avais dit dans mes vidéos précédentes que Kramatorsk et Sloviansk étaient les deux villes qui étaient comme des bases arrières dans le Donbass pour les Ukrainiens. Et donc, toute la logistique, tous les appareils de renseignement et consorts vers l'est de l'Ukraine, l'OTAN a créé des fiefs. Et depuis là-bas, pilote les manœuvres ukrainiennes ainsi que les mercenaires. Donc, hier, vous avez vu sur Twitter, le journaliste qui était en direct, il y a eu la frappe. Cette frappe avait visé un fief des conseillers de l'OTAN ainsi que des mercenaires et des Ukrainiens, des soldats ukrainiens. Donc, ils venaient, c'était un endroit où ils devraient se rassembler et suite à ça, lancer des offensives. Plus tard, donc on se dirigeait vers la ligne de front. Alors, cet endroit qui était le fief des Ukrainiens et les membres de l'OTAN a été frappé. Bilan 200 morts. Ils ne vous diront jamais cela sur les médias. 200 morts, plusieurs blessés. Parmi les 200 morts, il y a plusieurs hauts gradés de l'OTAN qui ont péri hier nuit. Donc la Russie connaissait ça, mais pourquoi elle ne frappait pas ça? Elle attendait à ce que ces militaires meurent avant de frapper. C'est ça, je ne comprends pas chez les Russes. Ils savent que tel endroit est là. Tout le temps, ils bombardent dans l'Ukraine, mais ils ne touchent pas ces endroits. Il a fallu que l'OTAN, c'est-à-dire les Américains, donnent l'ordre aux Ukrainiens ou interceptent pour donner des trucs, pour que la Russie riposte sur des conseillers militaires de l'OTAN qui étaient dans, je peux dire, dans une base, dans un local à côté de la gare ferroviaire de Kramatorsk pour les frapper. Mais il fallait les frapper avant parce que c'est eux qui ont donné l'ordre en fait. C'est de là que l'ordre est quitté. Donc eux, en riposte, ils sont allés taper l'endroit. Ceux qui ont donné l'ordre aux militaires ukrainiens de frapper là-bas, c'est là-bas ils ont frappé. Eux, ils ont tué ceux-là. Mais il fallait les frapper avant. Pourquoi attendre d'abord? Pourquoi attendre pour qu'ils fassent n'importe quoi avant de riposter? Si vous connaissez leurs différents endroits, il faut les frapper, il ne faut même pas attendre. Bon, je pense que peut-être eux, ils espèrent que les négociations vont aboutir et qu'il ne faut pas envenimer la guerre. Voilà pourquoi ils les laissaient. Mais comme ils ont vu que ceux-là, c'est pas ça leur vision. Leur vision, c'est de nuire à la Russie. Donc les Russes ont compris que là, il fallait les frapper pour les éliminer. Donc, il y a eu 4 MLS, vampires, tchèques. Donc, quand on dit vampires, ce sont des lance-roquettes multiples. Comment on appelle ça? Tchèques, de la République tchèque. Et il y a eu deux véhicules HIMARS qui ont été frappés. La seule frappe a détruit ça parce que ces véhicules s'apprêtaient à aller au front, vers l'est. Donc 4 MLS, 4
missiles multiples, qu'on appelle vampires, ont été détruits. Deux véhicules, hein, deux lance-roquettes en HIMARS se trouvaient dans l'endroit, dans l'entrepôt, ont été aussi détruits. Plusieurs obus et plusieurs munitions ont été frappées et ont été détruits hier. Donc la frappe a fait 200 morts, 4 trucs MLS vampires, 2 HIMARS, hein, les véhicules HIMARS, je ne parle pas de missiles, mais les véhicules, c'est-à-dire les camions HIMARS qui lancent les missiles, deux trucs HIMARS ont été frappés et plusieurs obus et missiles de trucs HIMARS et vampires, tout ça là, ça a été neutralisé hier. Et ça se poursuit, les frappes se poursuivent. Toute la nuit, les Russes ont frappé. Toute la nuit, ils ont frappé, ils ont riposté, ils ont frappé partout, même à Kiev. Ça a été frappé. À l'est de l'Ukraine, ils ont commencé à frapper partout. Donc, ça se poursuit. Et le commandant de l'aviation russe a dit, bon, pour la première fois, l'aviation à longue portée va participer aux opérations spéciales. C'est-à-dire, parce que vous avez vu, depuis le début, la Russie n'a pas encore utilisé ses bombardiers à long rayon d'action pour laguer des tapis de bombes sur l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Pour laguer, parce qu'il y a des bombes que, par exemple, un bombardier transporte comme ça et les laisse tomber comme ça tombe. Quand le bombardier part, les bombes tombent derrière le bombardier et tout, et ça tape partout. Quand le bombardier part, les bombes tombent partout, et donc aucun militaire civil, tout cela, il ne peut pas s'échapper. Et la Russie a toujours évité ça. Parce que si elle commence à utiliser cette méthode, ça va tuer beaucoup de trucs de civils. Parce que les Américains ont utilisé ça en Irak. C'est-à-dire, tapis de bombes, ce ne sont pas des missiles qui sont tirés, mais le bombardier, il passe au-dessus et il laisse tomber des bombes qui tombent comme des grains de sable. Et donc, quand ça tombe par terre, on appelle ça tapis de bombes, ça balaie partout. Ça bombarde partout, ça fait truc. Donc, même les militaires, que ce soit un président, s'il est dans l'endroit, il va commencer à fuir, il va commencer à courir. Mais les Russes n'ont pas encore utilisé. Mais ils ont dit en 2023, ils vont commencer à appliquer cette méthode. Donc pour appliquer cette méthode, il faut d'abord anéantir les systèmes de défense aériens ukrainiens, c'est-à-dire les S-300 et les NASAM, ainsi que l'IRIS allemand. Voilà pourquoi dans ces temps-ci, Kiev est beaucoup attaqué. Quand vous remarquez, et les attaques sur Kiev, ce n'est pas autre chose. Ce sont les systèmes de défense que les Russes sont là en train de détruire. Chaque frappe que les Ukrainiens, ils ne parleront jamais de ça, mais ça détruit les systèmes de défense qu'ils visent en fait. Ils envoient des faux missiles non chargés, et quand les systèmes de défense anti-aériens font truc au décolle, ils repèrent et ils envoient des drones pour les détruire. Donc ils sont là à détruire les systèmes de défense. Voilà pourquoi l'Amérique est en train de mettre la pression sur la Grèce pour envoyer des systèmes de défense S-300, parce que les S-300 grecs sont des nouveaux S-300 que les Russes eux-mêmes ont fabriqués, ils ont vendu ça aux Grecs. Donc les Américains disent aux Grecs d'envoyer ces systèmes-là, parce que ce que les Ukrainiens, eux, ils ont, ce sont des systèmes de défense aériens S-300 soviétiques. Mais pour la Grèce, ça, ce sont des S-300 russes modernisés, et donc qui sont plus efficaces que ce que les Ukrainiens ont. Donc l'Amérique est en train de mettre une pression sur la Grèce pour envoyer ces systèmes. Et donc les Russes leur ont dit, mais si vous le faites, alors on ne va pas aimer ça. Si vous franchissez cette ligne rouge, parce que nous avons vendu ces systèmes à votre pays, et vous voulez donner ce système au pays ennemi, dont la Russie mène des opérations pour que ces systèmes soient utilisés contre la Russie, que la Russie ne va pas accepter ça. Donc, ce qui veut dire que la Russie peut pousser la Turquie. Ben, si la Grèce se désarme et que libère ces systèmes de défense qui empêchent les avions turcs de rentrer dans l'espace aérien grec, si les Grecs, eux, ils donnent ça aux Ukrainiens, mais les Russes, Poutine peut demander à Erdogan, il faut intervenir, il faut emmerder les Grecs, ils n'auront plus de système de défense pour se défendre eux-mêmes, donc ils seront en danger au nord de l'Ukraine. Erdogan, il vise certains territoires grecs
qu'il veut le prendre. Donc, il veut prendre plutôt. Donc, voilà un peu la situation. Non, c'est clair. C'est clair. Donc, ça a été une erreur. Donc, Poutine a donné l'ordre pour qu'il y ait une enquête approfondie sur ceux qui ont été à la base, parce que ça ne doit pas être seulement les militaires qui avaient les téléphones. Il paraît qu'il y a des traîtres qui ont donné aussi la situation géographique et l'adresse exacte, là où les militaires étaient constitués. Donc, il peut y avoir des traîtres dans la ville qui ont dû donner des informations aux Ukrainiens, aux Américains, et suite à ça, voilà, ils ont demandé aux Ukrainiens de frapper. Parce que les HIMARS, ce ne sont pas les Ukrainiens qui ont ça en main. Ce sont les Américains, parce qu'ils ne veulent pas que ces systèmes tombent dans la main des Russes. Donc, c'est eux qui contrôlent en fait. Et puis, eux, ils ne veulent pas que leur système qu'ils ont soit espionné par des Ukrainiens. Parce qu'ils savent que l'Ukraine n'est pas un pays fiable. Il y a assez de trucs de corrompus. Donc, s'ils leur montrent comment fonctionne leur système et tout, ces mêmes Ukrainiens peuvent vendre les informations aux Russes. Et donc, les Américains, ils ne sont pas bêtes. C'est eux-mêmes qui dirigent les systèmes dont ils fournissent aux Ukrainiens. Les systèmes occidentaux, ce sont les Occidentaux qui dirigent ça. Si quelqu'un vous ment pour dire non, on forme les Ukrainiens, non. Ils les forment dans d'autres domaines, comment faire le combat, comment être marin et tout. Mais leur système de défense, ils mentent pour dire comment... Non, c'est eux-mêmes, ce sont leurs propres militaires qui dirigent ça. Parce qu'ils ne veulent pas que les Ukrainiens découvrent comment ça fonctionne pour aller vendre le système. Parce que un militaire ukrainien à qui ils ont montré tout ça, s'il est fait prisonnier par les Russes, il va commencer à révéler tout aux Russes. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne en retour. Est-ce que vous pouvez me pardonner ou bien est-ce que vous pouvez me mettre dans une bonne prison? Je vais vous donner certaines informations complexes dont je détiens tout ça là. Donc, les Occidentaux ne sont pas bêtes. C'est eux-mêmes qui dirigent leur système de défense. C'est eux-mêmes. Ce sont leurs propres militaires qu'ils ont formés, qui n'ont pas le droit de vendre un secret d'État quelconque. Ce sont ceux-là même qui dirigent les différents systèmes de défense. Donc, les Occidentaux, ils sont bel et bien impliqués dans la crise ukrainienne. Ils sont bel et bien impliqués là-dedans. Donc, voici un peu ce qui se passe, que les gens refusent de vous dire. Donc, voilà un peu. Voilà un peu. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Les Américains eux-mêmes, ils reconnaissent que leur fourniture d'armes à l'Ukraine ne pourra pas vaincre la Russie. Donc, qu'est-ce que Joe Biden a dit hier? Que non, il veut une coalition. Une très grande coalition contre la Russie. Donc, il va commencer à voir les différents alliés à travers tous les pays du monde pour faire une grande coalition contre la Russie pour aider les Ukrainiens à gagner. Donc, quand c'est comme ça, c'est déjà un aveu de faiblesse. Donc, eux-mêmes, ils reconnaissent que malgré leur soutien avec l'Occident, Amérique et tout ça là, ils ont atteint leurs limites. Et qu'ils ne peuvent plus faire, il n'y a plus autre chose, un miracle, qui puisse changer les données sur le terrain. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a plus un soutien miraculeux qui puisse changer les données sur le terrain militaire. Donc, ils veulent encore aller convaincre d'autres alliés pour aider les Ukrainiens. Ils ont dit qu'ils veulent construire une usine de production d'obus soviétiques pour aider les Ukrainiens parce que voilà les pays occidentaux qui disposaient de ces genres de trucs d'obus, ils n'ont plus la capacité de produire. Et leurs stocks sont déjà terminés. Ils ont déjà donné tous. Est-ce que vous voyez? Donc ceux qui disent que la Russie est une petite puissance, non, 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 non. Hein? Vous voyez le nombre de pays qui ont fait une coalition, le nombre de pays coalisés pour combattre la Russie. Vous voyez les armes qu'ils ont fournies. C'est-à-dire, la Pologne, qui est un grand pays d'abord, a vidé son stock de munitions soviétiques. Est-ce que vous comprenez? Ok. Est-ce que vous savez combien de stocks ils avaient? La République tchèque, qui a vidé son stock de munitions. Jusqu'à maintenant, elle-même, ses propres armes occidentales, elle prend ça, elle envoie. C'est ce qu'on appelle les lance-missiles vampires. Tout ça là,
c'est produit par la République tchèque. Donc, ce sont des armes nationales occidentales. Est-ce que vous comprenez? Juste leur stock soviétique est terminé. Ils prennent maintenant leur propre stock qu'ils ont fabriqué récemment. Ok. La Lituanie, ce sont des petits pays, mais ils avaient aussi quand même un grand stock. La Lettonie, la Slovaquie, tout ça, ils ont vidé leur stock. Est-ce que vous comprenez? Ok. La Roumanie aussi, qui était une république soviétique, a donné aussi ses stocks. Donc la Roumanie, c'est un grand pays, c'est pas un petit pays. A donné ses stocks. Est-ce que vous comprenez? Ok. La Suède n'est pas truc, mais la Suède a donné une très grande quantité d'armes. Est-ce que vous comprenez? Qui ne sont pas des armes soviétiques. Non, ce sont des armes occidentales. La Finlande a donné. Donc, on prend tous ces pays-là, ils se sont coalisés, d'abord ils ont donné. Ok. L'Allemagne soit ici, l'Allemagne donne, la France soit ici. Ils ont donné les trucs, les César, même les lance-missiles multiples français, ils ont donné ça à l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Les Américains sortent ici, ils donnent, les Canadiens sortent ici, Nouvelle-Zélande, l'Australie, les pays que je vous cite là, ils ont donné, hein, et puis ils continuent toujours de donner. Est-ce que vous comprenez? Mais imaginons que c'était un petit truc, un pays qui était en face. Une petite puissance qui était en face. Mais ce pays ne peut pas tenir pendant un mois. Et puis c'est fini. Donc on doit reconnaître que l'industrie de l'armement russe est forte et puissante. Parce que face à tous ces coalisés qui disent que c'est pour aider les Ukrainiens. Mais toutes les armes qu'ils ont fournies aux Ukrainiens, mais ce sont des milliards de dollars. Des milliers d'obus, des millions d'obus qu'ils ont fournis. Sans compter les soldats, je ne parle même pas des soldats qu'ils ont fournis. Parce que c'est eux-mêmes qui ont dit non, la région, coalition internationale, quelque chose comme ça, qu'ils ont créé pour permettre aux mercenaires d'aller combattre. Et vous-même, vous voyez la vidéo où il y a plusieurs mercenaires. En un point fini, ils sont nombreux. Même les Anglais, j'ai oublié les Anglais. Angleterre a donné des missiles même anti-navires. Anti-navires, ils ont donné des systèmes de défense anti-aériens, les occidentaux et tout ça, ils ont donné. La Grèce a donné aussi. La Grèce a donné beaucoup de munitions. J'ai oublié même la Turquie. La Turquie a donné des drones, des blindés, des chars de guerre. Donc, tous ces pays dont je vous cite ont donné. Mais la Russie est toujours sur pied. Est-ce que vous comprenez? La Russie est toujours sur pied et tient le coup. Donc, imaginons que la Russie n'avait pas un grand stock de munitions. Et que, est-ce que vous comprenez? Imaginons que la Russie n'avait pas un grand stock de munitions. Mais tous ces pays qui alimentent l'Ukraine en armes, ils arment les Ukrainiens jusqu'aux dents. Mais il y a longtemps, les Russes auraient déjà fui l'Ukraine. Ils allaient prendre une grande branlée, une grosse branlée, courir la queue entre les jambes. Parce qu'ils n'allaient pas tenir. Mais malgré tout ça, la Russie a le suppositoire de tout le monde. Et tiens, ça va faire bientôt 1 an. En février, ça fait 1 an que la Russie fait une confrontation avec tous ces pays. Est-ce que vous comprenez? Or, les alliés de la Russie n'ont même pas encore envoyé leurs mercenaires en Ukraine pour dire on va soutenir les Russes. Les alliés de la Russie n'ont pas encore dit bon, nous on envoie des chars de guerre. Est-ce que vous avez déjà vu un allié russe prendre des chars de guerre, des systèmes de défense, des obus, comment on appelle ça même, des avions pour envoyer ça truc aux Russes? Jamais. Eux là, système de défense, tout ça là, ils ont envoyé ça en Ukraine. Hein. Le système NASAM, c'est un système de défense. Le système IRIS, le système Crotal, tout ça en France, ils ont envoyé tout. Même sans compter les systèmes de défense anti-aérien S-300 des anciens pays de l'Union soviétique. Ils ont tous donné. La Pologne a donné, Lituanie, l'Estonie, la République tchèque, la Roumanie, c'est moi qui vais citer. Ils ont tous donné. Donc, c'est-à-dire le territoire ukrainien est blindé de systèmes de divers pays. Mais malgré ça, l'armement russe a fait face. Donc la Russie
elle seule, son armement fait face à toutes ces armes occidentales. Toutes catégories confondues. C'est un vrai pays. Quand on dit non, l'armée russe est faible, personne n'a peur de la Russie. Ah bon, personne n'a peur de la Russie et vous combattez la Russie en étant dans une grande coalition. Et l'Amérique même hier dit, il faut une encore grande coalition pour combattre la Russie. Parce que c'est inacceptable. On doit chercher nos alliés pour rassembler nos alliés à travers le monde pour les combattre. Ah, donc les Américains eux-mêmes ils reconnaissent que sans alliés là, eux seuls ils ne peuvent pas faire face à la Russie. Mais ça, ce sont des discours de faiblesse. Parce que quand tu te dis première puissance du monde, et que tu ne peux pas combattre celui, quand tu dis il est deuxième puissance du monde, ou bien il est faible, mais tu as besoin des alliés pour t'aider dans ta confrontation. Mais c'est déplorable. Mais même si la Russie perdait, elle allait perdre dignement. Parce qu'elle allait savoir qu'elle s'est battue jusqu'au bout. Mais malheureusement, heureusement que la Russie ne va jamais perdre. Elle ne va pas perdre. Et c'est ça. Elle ne va pas perdre. Parce qu'elle a toutes les ressources dont elle a besoin pour tenir. Si c'est côté armement, là, la Russie ne peut pas perdre. Hein. Bon, c'est côté humain, là, être humain. Là. Est-ce que la Russie va suivre? Donc, c'est ça, en fait. Parce que c'est ce que les Occidentaux veulent, c'est d'affaiblir la Russie. Pour ne plus que la Russie ait des soldats à combattre. Comme ça, eux, maintenant, ils vont dire, bon, on intervient. C'est ça leur truc, leur plan B. Mais tout ce plan-là, ça va échouer. Parce que Poutine, elle a reconstitué l'armée russe qui va atteindre au moins 2 millions de personnes qui seront prêtes à prendre les armes au cas où la Russie serait attaquée. Pour le moment, parce que tout le monde dit que l'armée russe n'est même pas encore entrée en guerre. Tous ceux qui combattent là, ce sont les souscrits, quoi là, comment on les appelle, les souscrits, quelque chose, des contractuels en fait. Voilà, c'est des gens qui ont des contrats avec l'armée, c'est ceux-là qui combattent en Ukraine. Mais l'armée russe elle-même, en tant que truc, n'est même pas encore rentrée en Ukraine. Elle est réservée au cas où la Russie serait attaquée. Mais les Russes, ils ne sont pas bêtes, ils ne vont pas prendre toute leur armée pour envoyer ça en Ukraine. Et elle va s'épuiser au cas où l'OTAN les attaque. Ils ne vont plus avoir de soldats pour défendre. Non. L'armée russe elle-même n'est pas en Ukraine. Ce sont des souscrits, des contracteurs qui sont en Ukraine. L'armée russe elle-même, là, c'est elle qui fait des exercices militaires avec la Chine. Des exercices militaires avec la Chine et tout. Et tout. Elle fait des exercices militaires avec l'Algérie. Elle participe à des différents exercices militaires. Donc voilà un peu la réalité. Voilà la réalité. Donc ceux qui pensent que l'armée russe est décimée, non, c'est du n'importe quoi. L'armée russe est là. Elle n'est même pas encore entrée en guerre. Même le ministre de la Défense française, il dit que la Russie prépare une offensive où elle sera obligée de prendre son armée pour lancer une très grande offensive sur l'Ukraine, pour faire tomber l'Ukraine. Et donc les Occidentaux doivent s'apprêter à toute éventualité et empêcher la Russie de réussir ce coup. Parce que, et c'est pour ça que le chef de l'aviation russe, il a dit, les bombardiers stratégiques, les Tupolev, les Tu-160 vont participer. Donc ça veut dire, la future grande offensive qui se prépare, il aura les bombardiers qui vont se mettre dans la danse. Jusqu'à présent, ces bombardiers n'ont jamais participé à quoi que ce soit. Ils étaient là-bas. Mais cette fois-ci, ils vont participer aux manœuvres. Donc, les attaques russes, c'est pour affaiblir les défenses ukrainiennes que les Occidentaux ont renforcées en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, à chaque fois, vous attendez, non, les drones frappent Kiev, ceci, cela, dans tel endroit. C'est pour affaiblir. Parce que les systèmes de défense nationaux ukrainiens ont été déjà décimés. Ce qui renforce, ce sont les Occidentaux, les Américains qui ont envoyé d'autres systèmes. Voilà pourquoi on dit, oh, mais depuis là, la Russie ne prend pas le contrôle du ciel ukrainien. C'est hypocrite en fait. Parce que quand tu détruis
les défenses de l'autre. Et puis l'autre envoie certaines d'autres défenses. Ils envoient, ils renforcent. Et puis il dit non, tu es incapable de prendre le ciel. C'est être malhonnête en fait. Les Américains, eux seuls, ils savent que non, ils ne peuvent pas contre la Russie. Sinon, ils allaient dire, bon, on n'a pas besoin de l'aide occidentale. Nous, Américains seuls, on prend l'initiative de combattre la Russie en Ukraine. Et que sans les Occidentaux, on va réussir à détruire l'armée russe. Mais eux seuls, ils savent que même dans leurs rêves, le plus fou, ils ne peuvent jamais réussir un tel coup. Donc, ils ont besoin d'une grande coalition. Donc, voici en fait. Et ceux qui disent l'armée américaine est la plus puissante au monde. Mais l'armée américaine, en dehors des trucs, des avions et des navires, elle est puissante où? Elle est puissante où? Parce que quand ce sont les missiles, il faut utiliser les missiles. Est-ce que vous comprenez? Si c'était une confrontation directe entre l'Amérique et la Russie, parce que c'est une confrontation indirecte par pays interposé. Voilà pourquoi la Russie ne s'apprend pas aux satellites américains. Sinon, les Américains aussi, si la Russie bombarde les satellites russes, les Américains aussi vont frapper des satellites russes. Donc voilà un peu. Mais pour le moment, ce n'est pas encore arrivé à ce niveau. Or, sans satellite, les armes américaines ne peuvent rien faire parce que les Américains, toute leur technologie, ils ont basé ça sur le GPS en fait. Donc sans satellite américain, les armes, les missiles américains prennent un coup. Est-ce que vous le savez? Même les HIMARS, tout est histoire du GPS. Sans le GPS, ils ne peuvent rien faire. Donc si leurs satellites sont attaqués, ça va affaiblir une très grande partie de leur armée. C'est-à-dire certains missiles ne pourront plus être utilisés sur le champ de trucs de bataille. Maintenant, ce sont les navires et les trucs, comment on appelle ça, les avions. Bon, imaginez une confrontation directe entre la Russie et l'Amérique. La Russie n'a pas son seul porte-avions est en panne. Donc, la Russie, ses avions sont installés à travers toute la fédération de Russie. Est-ce que vous comprenez? Ok. Ces avions sont un peu, et c'est le plus grand pays au monde, avec des températures qui diffèrent d'un point B à un point A. Et ces avions sont dans des hangars. Donc, pour que l'Amérique puisse identifier tous ces endroits pour les bombarder et désarmer la Russie totalement, c'est très difficile parce qu'il y a des systèmes de défense à travers le pays. Donc, un missile qui va traverser toute la Russie pour aller jusqu'au fond là-bas. Voilà, c'est pas un truc. Ce missile sera repéré par certaines défenses anti-aériennes. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, les Américains, eux, leurs porte-avions sont sur la mer, dans des ports, où il y a plusieurs avions. Donc, imaginons un instant qu'un missile qui frappe un porte-avions américain, c'est au moins 200 avions qui rentrent sous l'eau, direct. Parce que sur les porte-avions, souvent, ils mettent 100 avions, 200 avions qui sont stationnés à travers les océans du monde. Donc, un porte-avions qui est touché, c'est plusieurs avions qui s'engouffrent sous l'eau. Est-ce que vous comprenez? Et les pays où ils ont mis ces porte-avions-là, ces pays sont difficilement à atteindre, facilement à atteindre. En Arabie Saoudite, vers à côté de Taïwan. À côté de Taïwan, ceci, cela. Donc, ce sont des endroits qui sont facilement atteints. Donc, si la capacité maritime et aérienne américaine est affectée, c'est fini. C'est fini, l'Amérique est à plat. C'est-à-dire, elle ne pourra plus défendre ses alliés. Elle ne pourra plus défendre ses propres alliés et se défendre elle-même. Donc, du coup, elle va abandonner ses alliés. C'est ça le vrai problème des Européens. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont 11 ou 12 porte-avions. Si 10 porte-avions rentrent sous l'eau, c'est fini pour l'Amérique. Ces 10 porte-avions vont rentrer sous l'eau avec plusieurs milliers d'avions. Parce que sur chaque porte-avions, il y a des milliers d'avions. Il suffit que 2 missiles Kingal hypersoniques frappent un porte-avions 2 fois, boum, boum. Et puis tous les avions qui sont là
il y a du kérosène. Donc, ça va prendre du feu. Et ce feu ne peut pas être atteint. Donc, du coup, éteint. Donc, du coup, ces porte-avions rentrent sous l'eau avec ces avions. C'est fini. Tout ce qui va leur rester, ce sont les sous-marins. Ce sont les sous-marins et les avions qui sont stationnés par terre dans des aéroports et tout. Ou bien dans des bases militaires terrestres. C'est ça qui va leur rester. Et donc, si ça reste, ils n'auront plus la même capacité. Parce qu'ils n'ont pas une force terrestre puissante, les Américains. Leur force terrestre n'est pas assez puissante que la force terrestre russe. Il faudrait que les gens le sachent. Eux, leur force là, c'est la force navale et aérienne, c'est tout. Tu frappes leur porte-avions, tu les as désarmés totalement. Ils n'auront plus la même capacité aérienne. Parce que chaque porte-avions a au moins 100 ou 200 avions. Tu frappes un porte-avions, c'est 200 avions avec un gros navire américain qui tombe. Donc, du coup, tu les désarmes. Et ils comprennent ça, les Américains, ils comprennent ça. Donc, les porte-avions, là, ça, ce sont des cercueils qui sont sur l'eau comme ça. Ce sont des cercueils qui sont sur l'eau. Donc, ne vous inquiétez pas. Eux-mêmes, ils sont conscients que la Russie a les moyens de les frapper. Voilà pourquoi ils ne rentrent pas directement en guerre. Ils sont conscients que la Russie peut frapper partout dans le monde, à travers le globe, sans bouger de la Russie. Un missile. Les Russes, ils sont les maîtres des missiles. Lancer les missiles, les Russes, ils sont numéro 1 dans le monde. Vous le savez. En matière de force aérienne, aviation, les Américains, ils sont pas. Mais les Russes, en matière de lancer des missiles, ils sont numéro 1. Depuis la Russie, ils peuvent frapper partout dans le monde. Et puis sans bouger même de la Russie. Ils sont numéro 1. Et ça, les gens le savent. Les bombardements qu'ils font en Ukraine, les Occidentaux, il y a beaucoup de pays occidentaux qui ne peuvent pas faire de telles frappes. Ils frappent partout en Ukraine depuis le territoire russe. Ils ne bougent même pas. Depuis le territoire russe, les missiles survolent tout l'Ukraine pour frapper l'ouest, sud, est, centre. Et puis ils sont là. Ça veut dire qu'ils peuvent frapper au-delà de l'Ukraine. Il y a certaines armes qu'ils peuvent utiliser pour frapper au-delà de l'Ukraine. Et ça peut rentrer. Donc, ne vous inquiétez pas. Les Russes, ils sont les maîtres des missiles au monde. Frapper avec des missiles balistiques à moyen, ils sont les maîtres, ils sont numéro 1. Les Américains, c'est l'aviation et la marine, c'est tout. Donc, si c'est la marine et l'aviation, mais les Russes peuvent frapper la marine américaine et tout. Donc, sur ce, on se laisse. Donc, ciao, on est ensemble. Bonne journée à tous.